d'être là, malgré un peu l'éclatement des lieux et un peu de chaleur. Voilà. Et puis je laisse immédiatement la parole à notre référent pour la cérémonie d'intronisation. Je vais céder, bonjour tout le monde, à un petit rituel d'ouverture qui nous est cher, à nous les économistes, et vous le soumettre aussi, Philoche. Donc, le contre-ordre des économistes tenant sa séance en la ville d'Aix en ce mois de juillet 2012, respectant la tradition telle qu'elle est écrite dans la pierre depuis mardi dernier, va procéder séant et par mes soins à votre intronisation, donc, M. Philoche. Et je vous poserai la question suivante. Adhérez-vous à l'idéal de la confrérie des économistes, tout entier inclus dans la maxime, excusez mon accent, Deconantus non bilivus, Deconibus perfectus conitas, qu'on peut assez fidèlement traduire par les plus déconnants ne sont pas ceux qu'on croit, les plus déconneurs sont parfaitement connus. Vous ne devez pas découvrir aujourd'hui, je crois. Alors, si oui, alors vous acceptez ce nez rouge que vous devez porter et qui représente la plus haute distinction de notre léger contre-ordre, en vous demandant de dire « j'en suis fier » pour que vous soyez officiellement intronisé. Il faut dire que je suis fier de m'en prendre aux économistes officiels, c'est ça? Alors là, volontiers. On peut dire ça volontiers, implicitement. volontiers. Alors d'accord. Les économistes atterrants. Considérez-vous comme étant intronisé. Ce n'est pas à la photo. Donc il faudra reporter le nez quelques secondes de... Ah, et bon, d'accord, volontiers. Quand on est dans une confrérie, il faut respecter les rites. Hein. Au moins pour la photo. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà. Donc, encore une petite annonce rapide, mais vous avez vu qu'en bas, il y a des tables avec des documents, une partie sont des documents en libre service. Il y a en vente aussi les livres de Gérard Philoche et des différents intervenants, donc sur des tables en bas à la sortie. Voilà comment ça va se passer. Donc, il y a l'intervention de Gérard Philoche qui durera à peu près 50 minutes. Et ensuite, eh bien, vous aurez la parole, puisque c'est une chose interactive, et donc vous pourrez vous exprimer pendant 40 minutes. Et nous devons clore les débats à 17h30, hein, Gérard étant tenu par des impératifs horaires très précis. Voilà. Vous savez que si tout ça peut se dérouler, c'est en grande partie grâce à une équipe de bénévoles qui n'a vraiment pas compté son temps et que nous n'avons aucun financement, donc une source, hein, ni officielle ni officieuse. Voilà. Et donc, tout ça a un coût. Et donc, après l'intervention de Gérard et au moment du débat, il y aura un chapeau qui va circuler, si vous pouvez permettre, parce que nous avons bien l'intention aussi de renouveler, ça n'est qu'une première, et l'année prochaine, si tout s'est bien passé, de renouveler l'expérience. Voilà, merci. Alors, si je voulais faire un peu comme les journalistes, je dirais on présente plus Gérard Philoche, mais je vais le présenter quand même, parce qu'ils font comme ça. Voilà, donc c'est un militant politique, syndical, mais un inspecteur du travail. Il est également collaborateur régulier à Ciné Mensuel, à l'Humanité, Dimanche et à Marianne. Voilà. Et bien que membre du Parti Socialiste, hein, nul n'est parfait, il a mené campagne pour le non au traité constitutionnel, au TCE, contre évidemment la position officielle du parti. Mais évidemment, c'est surtout pour ses actions en tant qu'inspecteur du travail, hein, qu'il est le plus connu. Il s'est opposé énergiquement à la modification, et même plus que modification, du Code du travail, dont il critique des changements défavorables aux salariés. Et sa rigueur, son souci du droit du travail lui ont valu bien des démêlés juridiques. Et donc la dernière vient de se terminer, heureusement, le 3 juillet, donc il n'y a pas longtemps, par un chaos du camp d'en face, après 8 ans de procédure et d'acharnement du patron de l'entreprise Lino. Voilà. Alors,
Servan Filoche est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, 22. Bon, alors je ne vais pas tous les citer, je cite les derniers, ils sont totalement d'actualité. Dette indigne, voilà, c'est celui-là que vous trouverez en bas. Les nouveaux carnets d'un inspecteur du travail et une vraie retraite à 60 ans, c'est possible. Voilà, je ne cite que 3 parce qu'ils sont assez nombreux. Voilà, je cède la parole à Gérard. Merci aux organisateurs, à tous ceux qui se sont dévoués pour cette réunion. Merci à vous d'être présents. Moi, je félicite toujours les gens qui sont dans la salle. C'est avec des réunions comme ça qu'on battra TF1. En tout cas, je ne connais pas d'autres méthodes. La circulation des idées, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on croit par des réunions et des travaux semblables à ceux de ce week-end, que par la puissance assommante des médias qui vous réveillent tous les matins. Je ne sais pas pour vous. Moi, c'est Dominique Seux. 7h20. Un État, c'est comme un ménage, ça ne peut pas dépenser plus que ça gagne. On dépense trop. Il faut faire des économies sur les dépenses publiques. Chaque enfant qui naît avec 25 000 euros de dette sur la tête. Il faut travailler plus. Le coût du travail est trop élevé. Et évidemment, tout ça se traduit en cascade dans l'opinion des gens qui disent on a une dette, on ne sait même plus combien. Et en plus, ils nous la répartissent, ils nous la mettent tous sur la tête, Dominique Seux et les autres. Hein. On divise par le nombre d'habitants. On ne divise pas par ceux qui possèdent la dette et ceux auxquels on demande de la rembourser. On met tout le monde dans le même sac. On avait pour 25 000 euros chacun, et si vous ne payez pas, c'est vos petits-enfants qui vont payer. Et après, venez pas réclamer au boulot, vous êtes encore content d'en avoir. Et si vous en avez un, venez pas réclamer des droits parce que ça freine le travail. Donc il faut produire plus, il faut être compétitif, il faut être rentable. Enfin, c'est quand même... Il n'y a pas une heure, un flash de radio, moi c'est toujours France Inter, mais même quand ils oublient un petit peu dans le filigrane du flash, on retrouve quelque chose qui dit ça. Alors, on m'a collé un thème, hein, c'est comme toujours, hein. Et là c'est la dette et la destruction du Code du travail. D'ailleurs, si vous regardez bien, partout en Europe, là, le chantage à la dette, que vous connaissez, que vous avez déjà entendu, je vais en parler un petit peu, mais pas centralement, le chantage à la dette aboutit à ce que ils disent qu'il faut remettre en cause les droits du travail. Alors déjà ça, c'est renversant. Vous dites qu'il y a des milliards de dettes, il faut donc que vous travaillez dans la plus grande précipitation, la plus grande flexibilité, avec le moins de droits possible. Il faut qu'on puisse vous licencier plus facilement pour rembourser la dette. Ça, c'est quand même fabuleux. Hein. Vous avez les Mario qui disent ça, les Mario Monti, les Mario Draghi, enfin, qui viennent quand même tous les deux de la même banque. Hein. Et puis vous avez Mariano Rajoy, qui le dit aussi, et tous disent, pour faire face à la dette, il ne faut plus que vous ayez de contrat à durée indéterminée. Il faut que vous soyez facilement virable. Il faut que vous soyez facilement adaptable. Et c'est de cette façon-là que vous allez être plus compétitif. Bon, c'est une thèse, je sais bien qu'on arrive à des absurdités sous la férule des néolibéraux. C'est le gouvernement de Mme Merkel est un gouvernement de 8 personnes. Hein. C'est un gouvernement très resserré. Ce sont des fanatiques, intégristes, néolibéraux de la pire catégorie. Pour eux, c'est pas les humains qui comptent, c'est le chiffre résultant des totaux à la fin des banques qui sont leurs alliés, leurs porte-parole, leurs fervents, leurs amis, ceux avec qui ils sortent le soir, etc. C'est tout. Bon. Et arriver à dire en Grèce, il faut supprimer les conventions collectives, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Hein, vous avez ici des gens qui vous disent, faudrait plus, même Madame Parizeau, par exemple, Madame Parizeau, tiens, à bientôt dans mon raisonnement ce soir, c'est celle qui dit la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. C'est celle qui dit la vie, l'amour, la santé sont précaires. Pourquoi le travail ne le saurait-il pas? C'est celle qui dit les prud'hommes, ça insécurise les employeurs. L'autre jour, elle était au Grand Journal, et puis vous savez, il y a des quiz, enfin des questions à la con, si vous me permettez, et puis on lui demande à quoi ça vous fait penser les URSAF. Elle réfléchit, elle dit URSS. Cette femme-là est contre l'état de droit dans l'entreprise. Il faut que
le contrat l'emporte sur la loi. C'est-à-dire que ce qui a été négocié entre eux, patrons, quand ils veulent, au prix qu'ils veulent, le jour où ils veulent, la façon dont ils veulent, c'est ce qui a été négocié qui seul peut exister, pas la loi. Pas la loi. Eh bien en Grèce, c'est pas la loi seulement qu'ils ont supprimé, c'est ce qu'ils avaient négocié. Les conventions collectives, quand même, l'accord caractéristique entre les organisations patronales et les organisations syndicales. En Grèce, il y avait un SMIC, il était à 750 €. Ils l'ont baissé de 22%, ça fait 584. Et pour les jeunes, ils ont mis à 400 €. Ils avaient d'abord dit pendant 1 an, puis ils ont dit pendant 2 ans, pour arriver à... Donc, et ensuite, ils ont diminué, c'est 4 fonctionnaires sur 5. Ils ont augmenté les coûts pour ne pas dépenser trop, n'est-ce pas? Ils ont augmenté les coûts des visites médicales, presque à 120 €. Le remboursement des médicaments, c'est-à-dire qu'ils sont considérablement déremboursés, sinon totalement déremboursés, est devenu inaccessible d'ailleurs, et l'objet de trafic, parce que, etc., quand c'était inaccessible et tout ça. Ils ont un taux de chômage de 22,5%, et dans la jeunesse de 52%. Et ils ont exigé qu'il y ait des pertes sur les retraites équivalentes à peu près 30% des retraites. Et sur les salaires, c'est pas loin d'être pareil pour les fonctionnaires, entre 20 et 30%. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont exigé de ce pays, petit pays de 11 millions d'habitants, sans guerre. Hein, on dit que l'Europe, c'est pour la paix. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée de ce point de vue. Que l'euro, c'est pour la paix. Oui, bien sûr, c'est aussi une meilleure idée d'avoir une seule monnaie que 17 monnaies ou 25 monnaies, bien sûr. Mais c'était pour assurer du progrès. C'était pas pour assurer une mise à sac d'un pays au nom de la défense de l'Europe et de l'euro. Parce que la Grèce a été mise à sac comme dans des temps barbares. C'est pas venu avec des colonels. Les Grecs savaient déjà ce que c'était. C'est venu pas avec des gens qui avaient des médailles sur la poitrine et puis des fusils. C'est venu avec des gens qui étaient en costume gris avec des attachés-caisses. Et qui ont pris en main à Athènes le contrôle de l'économie et qui ont dit non, là vous baissez les salaires, là vous supprimez les fonctionnaires, là vous vendez les entreprises. Ils en ont vendu 30. Hein, les transports, la communication, etc. Ils ont vendu le Pirée hein, pour rembourser la dette. Et il y avait des journaux allemands qui disaient vendez les îles, vendez l'Acropole. Hein. Le jour où on viendra nous dire vendez la Tour Eiffel et vendez le Louvre, hein. Vendez les îles, vendez l'Acropole. Et en gros, avec en plus un truc comme dans toutes les guerres, qui même n'en sont pas, mais qui leur ressemblent, du racisme, ethnicisme. En gros, ils boivent trop de Retsina en dansant le sirtaki au soleil, quoi. Hein, avec un mépris contre la corruption, etc. Et les gens qui ne payent pas l'impôt, etc. C'est-à-dire, la dette sert donc comme instrument de chantage pour détruire le droit social. Mais ils ne s'en gênent pas, ils s'en revendiquent. Or, pour la Grèce, quelle était l'origine de la dette? Vous avez déjà dû en parler, je suppose, avant que je n'arrive. Enfin, quand même, moi, je retiens toujours que, rien que sous les colonels, entre 1967 et 1974, elle avait été multipliée par 4. Je retiens que la droite avait acheté 4 sous-marins de 1,2 milliard quand même, acquis à ThyssenKrupp, et que quand Mme Merkel veut se rembourser la dette, elle veut surtout que ThyssenKrupp soit content derrière elle et puisse récupérer l'argent de ses sous-marins. Et ce qui ne se sait pas, c'est que la corruption n'est pas du côté grec, mais qu'il y a des rétrocommissions sur les sous-marins. Il y a un procès qui dure depuis 2 ans en Bavière sur 400 millions d'euros, exactement comme il y en a sur Karachi ou sur les frégates de Taïwan. Et c'est côté allemand que la corruption existe, c'est pas côté grec. Ensuite, on sait que les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes se chiffrent par un chiffre absolument farabuleux. On va même jusqu'à dire 40 milliards, mais de toute façon, ils ont multiplié par 10 les devis initiaux pour pouvoir tenir les engagements. Mais où c'est ces gens-là? C'est des gens de chez nous, si j'ose dire. C'est-à-dire de chez nous, enfin, pas d'ici, mais Bouygues, Eiffage, etc. C'est ceux qui sont faire les travaux là-bas et qui continuent à encaisser. Alors après, vous avez quoi? Vous avez la manipulation de Goldman Sachs. Ceux qui devraient être en prison, c'est les gens de Goldman Sachs qui ont fait la manipulation pour le compte de la droite. Puis quand la gauche arrive au pouvoir, ils disent « Coucou, la dette est 10 fois plus importante que ce que vous aviez prévu. » Bon, c'est-à-dire que quand vous additionnez tous les éléments, les colonels, les Jeux Olympiques, les sous-marins,
la Grèce est le quatrième pays au monde en armement par rapport à son produit intérieur brut. Troisième et quatrième, il se partage avec la Turquie. Au nom d'un conflit qui date de 1929. Hein. Bon. Vous avez une situation quand même extraordinaire de chantage, et tout ça pour dire à un peuple, vous devez renoncer à vos conventions collectives. Alors ça c'est le plus invraisemblable comme saut théorique, intellectuel, quoi. Pour rembourser votre dette, vous ne devez plus avoir de droits. Pour rembourser votre dette, même les accords que nous, patrons, avons signés avec vous, nous ne devons plus les respecter, nous devons les mettre à la poubelle, et il ne doit plus y avoir de règles qui vous protègent sur la durée du travail, qui vous protègent sur le plan des salaires, qui vous protègent sur les conditions de travail, branche par branche, métier par métier. Extraordinaire saut. Parce que ça fait maintenant 4 ans que ça dure, enfin, pas tout à fait, 3 ans et demi, 4 ans, disons 2008-2012. Et la Grèce, au début, avait la dette, c'était 100 points par rapport au produit intérieur brut. Tout le monde a dit que c'était pas si étonnant que ça, les États-Unis l'ont. En France, nous avions 290 points de dette en 1945 par rapport à notre produit intérieur brut. Et c'est le moment que nous avons choisi pour faire la sécurité sociale, appliquer le programme du Conseil national. On a dépensé plus. Hein, on a fait la sécu, les retraites, les comités d'entreprise, etc. On a dépensé plus. Et de cette façon-là, d'un certain point de vue, il y a eu la reconstruction et on s'en est sorti, on a pu faire face dans des termes et des rapports différents à la dette qui existait. Et là, non, à la Grèce, ils lui ont imposé, en fait, un tel régime. C'est comme, j'ai appris les médecins de Molière, c'est Diafoirus et Purgon. Parce que j'ai oublié, comme bien sûr. Mais c'est comme les malades, vous faites une saignée, puis vous le faites mourir de la saignée. Et la dette qui était de 100 points du PIB il y a 4 ans, maintenant elle est de 163 points, je crois, là où je parle. Et il prévoit avec les plans d'aide, alors, plan d'aide, les gens se réveillent le matin, Dominique Seux, un plan d'aide à la Grèce de 130 milliards. Les gens se disent, bon, on donne tout ça aux Grecs. Évidemment, les Grecs n'en reçoivent pas un sou. C'est les banques qui sont créditrices de la dette qui reçoivent l'argent en question. Il n'y a pas un seul Grec qui a été aidé. Hein. Ils ont été pillés, mais pas aidés. Bon. Et donc, 130 milliards doivent arriver, ils n'arrivent pas. Ils vont donc aux banques. Et tout ça fait qu'ils prévoient que l'ensemble des mesures d'austérité, 9 plans d'austérité. Alors, c'est même plus des plans d'austérité, c'est des plans de destruction sociale. C'est comme des nuages de sauterelles qui s'abattent sur une moisson en Afrique, quoi. Hein. Et ils prévoient de ramener la dette à 120 points, 5. Moi, ce que j'aime, c'est le virgule 5. En 2020. Alors, vous vous rendez compte, on passe de 100, on les traite un remède de cheval, on passe à 160, et on croit que dans 8 ans, ça va baisser. Jamais la Grèce ne remboursera sa dette. Jamais. Jamais. Jamais, jamais. Donc c'est un point de départ, parce que l'Italie non plus, l'Espagne non plus, et tout le chantage à la dette n'aboutira qu'à une catastrophe. Mais en attendant, au nom de la catastrophe qui arrive, ils disent travaillez plus, gagnez moins, serrez-vous la ceinture, et que les pauvres crèvent. Hein, parce que c'est ça le fond du chantage. Et alors, ça existe. Alors en Espagne, ils ont libéraliser le licenciement, le droit du licenciement. Ça ne m'épate toujours, moi, c'est passé dans les mœurs. Il faut faciliter le licenciement pour faciliter l'embauche. Alors ça aussi, c'est pas mal. Le patron serait plus motivé pour vous prendre s'il sait qu'il peut vous virer plus facilement. Hein, votre dignité, votre salaire, vos droits là-dedans, on s'en fout. Hein. Il veut... sa sécurité, c'est de pouvoir vous virer. Sa sécurité, c'est votre insécurité. Son profit, c'est votre infortune. Sa façon de travailler est meilleure si il vous sert à sa disposition et à sa botte sans garantie au moment où vous se passez de vos services. Ça, c'est l'Espagne, c'est l'Italie. Et même Mario Monti, vous avez vu, ils ont présenté les attaques contre le droit du travail de ce type en Italie par une femme, ministre du Travail, qui pleurait à la télévision. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène absolument incroyable. La fille expliquait au nom de son gouvernement comment elle allait voler les gens, les maltraiter, etc. En pleurant d'être obligée de leur faire ça. Quand même dans un monde. Hein, si c'était quelqu'un en bas de l'échelle, non, elle était la ministre du Travail italienne, quoi, qui au nom de Madame Merkel et des autres de l'Europe disait la solution, c'est que je vous fasse mal. L'économie de la douleur. Hein, c'est pas l'économie du bonheur, c'est l'économie de la douleur. La rédemption par la douleur. Vous devez souffrir
pour qu'on puisse réparer les maux et les dettes qui viennent d'eux. Alors, moi, quand j'entends Michel Rocard, que je ne cite pas souvent, mais dire que c'est quand même anormal qu'on rembourse 600 fois une dette qui a été prêtée par une banque, à 600 fois plus cher à la banque en question, je me dis, quand j'entends Jacques Delors, que je ne cite pas non plus trop souvent, mais tu m'as situé tout à l'heure dans ta présentation, dire la règle d'or c'est un piège à con, je suis tenté de ne plus avoir besoin d'argumenter. Vous êtes dans cette salle convaincu que la règle d'or est un piège à con. Si j'en rajoute un mot, je vous dirais qu'il y en a, d'autant plus qu'elle a été exercée pendant 40 ans dans un pays, qui est pas ceux que je viens de citer, mais que j'aurais pu citer, c'est le Portugal. De 1934 à 1974. Le docteur Salazar, qui se croyait être un économiste génial, pensait qu'il ne fallait pas qu'il manque un escudo à la fin de l'année dans le budget par rapport aux recettes qu'il avait prévues. Pas un seul escudo n'a manqué pendant 40 ans et le Portugal est devenu le pays le plus pauvre d'Europe. Et donc avec ce chantage, en vérité, ils veulent faire 17 Portugal dans les 17 pays de l'euro. Le docteur Salazar est devenu un modèle. Alors vous me direz, mais il y en avait d'autres qui avaient des règles d'or. Oui, bien sûr. Même dans la constitution allemande, elle est la règle d'or. Depuis 1949, il y a eu une telle peur des faillites, des inflations, des tout ça, du jeu de la monnaie, du marque, tout, que ça s'est trouvé entré en constitution. Mais depuis 1949, il l'avait quand même violé 12 fois. Alors maintenant, après l'avoir violé eux-mêmes 12 fois, les derniers intégristes, les 8 ministres du gouvernement Merkel, se proposent de l'imposer à toute l'Europe, là, dans les semaines qui viennent, et de faire voter que vous ne dépenserez plus. Alors là aussi, c'est le 0,5 que j'aime bien, parce qu'ils avaient dit 0 point de déficit, ils n'ont quand même pas pu, 0,5. Qu'est-ce qui vous arrive si vous faites 0,6? Qu'est-ce qui vous arrive si vous faites 0,7? Eh bien, vous avez des sanctions automatiques. C'est-à-dire, vous avez pris le sang du malade, Diafoirus. Vous avez pris tout ce qu'il avait comme énergie, Purgon. Et puis alors, il est encore malade. Et vous allez le sanctionner parce qu'il est malade. Si au mois de novembre, vous avez une grippe H1N1 qui exige quelques milliards à dépenser, une véritable pandémie, eh ben, faut pas dépasser. Pas dépasser. Si vous dépassez, vous êtes sanctionné. Automatiquement. Parce que le pire pour ces imbéciles, c'est même plus le jugement humain des gouvernements. Ils ont transformé le Fonds européen de solidarité financière, même les mots ont un sens, même à ce niveau-là, de solidarité financière en mécanisme. Mécanisme. Vous n'avez pas, tout est concentré là-dedans. Vous n'avez même pas de marge de manœuvre, de discussion. Si vous n'avez pas les sous pour ouvrir les écoles en octobre, n'ouvrez pas les écoles. Le mécanisme, vous l'interdit. Il est là, le mécanisme. Vous ne savez pas où, mais vous surveille. Tous. Vous qui avez 25 000 euros de dette sur la tête, chacun. Et sinon, c'est vos petits-enfants qui vont payer. Et le mécanisme, il prévoit d'ailleurs, parce qu'il commence à vous faire payer tout de suite pour protéger vos arrière-petits-enfants. Alors, et on vous dit, on va voter le traité qui va nommer un super ministre, Big Brother de la finance, qui va lui veiller quand même à ce que le mécanisme fonctionne. Pas d'élus, pas de vote, pas de citoyens, pas de parlement. Un mécanisme, un Big Brother, une règle d'or. Du point de vue de la folie, on croit qu'on est dans un monde rationnel. Ce monde-là n'est pas rationnel, mais il s'impose à nous. C'est comme si, dans le temps, quand ils voulaient faire payer les salariés, quand ils voulaient faire casser les syndicats, quand ils voulaient faire reculer le droit du travail, ils faisaient un coup d'État. Il y avait l'armée qui se soulevait, et puis il commençait, Pinochet, il commençait à allonger les gens devant boîte par boîte et à fusiller tous les syndicalistes devant les autres. Et ils utilisaient la guerre, ils utilisaient la violence, la torture, tout ce qu'il fallait pour interdire avec un arsenal de lois. C'était comme ça qu'ils faisaient avant. Pour supprimer les conventions collectives, pour supprimer le droit du travail, pour vous licencier plus facilement, pour que vous ne puissiez pas résister, pour que vous ne puissiez pas vous syndiquer, pour que vous ne puissiez pas lever le doigt en disant « je suis délégué du personnel, je ne suis pas d'accord », pour que vous ne puissiez pas une seule seconde. C'était les dictatures, les coups d'État. Là, c'est autre chose qu'ils ont inventé. Ils mettent un super financier et ils vous demandent de voter pour votre bien, au cas où ça vous aurait échappé.
Parce que c'est pour, avec la règle d'or, rembourser la dette et arriver à 0,5 maximum. Maastricht, les gens ont parfois du mal. Maastricht, c'était 3 points. Ils ont oublié tous les critères. Oui, on avait 3 points de déficit. Après, tout le monde raconte même que Maastricht, ça avait été mis un peu au hasard. Il y a une histoire dans un bureau de Bruxelles où on leur avait dit à l'époque, est-ce que c'est 5 points, est-ce que c'est 1,5 point? Évidemment, il y avait un gars qui avait tranché au milieu dans un bureau. Il avait dit, c'est pas 5, c'est pas 1,5, c'est 3, allez, voilà, c'était devenu 3. Alors, tout le monde s'était habitué à 3, enfin tout le monde. Non, parce que ça marchait pas. Même à 3, ça marchait pas. C'est-à-dire que entre 92 et l'année dernière, quoi, pratiquement tous les pays ont dépassé 3, ils sont même montés à 5, à 6, à 7, etc. Donc en fait, ça marchait pas. Parce que ça marche pas, ils ont la solution. C'est plus 3, c'est 0. C'est 0,5. Donc c'est quand même inouï de se heurter. C'est pas un mur invisible, c'est pas du béton, c'est un truc indescriptible, d'obscurantisme. Mais c'est comme une dictature. C'est la même chose qu'un coup d'État. C'est la même chose qu'une mainmise sur un continent entier. Et alors avec des règles qui, d'ailleurs, en plus, sont curieuses, puisqu'elles ne correspondent pas à celles des autres continents. C'est pas ce qui se passe aux États-Unis, souvent pris comme modèle, oublié maintenant. Avant, c'était les États-Unis. Maintenant, c'est Merkel. Ça se passe pas non plus au Japon. 229 points de dette quand même. Bon, d'accord, 90% avec des résidents. Mais d'ailleurs, nous-mêmes, notre dette, entre autres, c'était des résidents avant que Sarkozy n'arrive. 70% de la dette était possédée par des résidents ici, et quand Sarkozy s'en va, 70% de la dette est possédée par des non-résidents. Ah, ça permet beaucoup plus de chantage, beaucoup plus de transferts, beaucoup plus de divagations qui font croire aux gens qu'on ne peut rien faire contre l'argent qui s'en va et qui circule de partout et auquel on doit rendre aux gens qui nous l'ont pris. Parce que quand même, on est honnête, on nous dit tous les matins, un État c'est comme un ménage. On sait bien qu'un ménage, il ne peut pas dépenser plus que ce qu'il gagne. Les gens, ils finissent par le croire. Moi, je ne peux pas dépenser plus que ce que je gagne, sinon ils me rattrapent vite avec mon découvert et les agios sont très forts. Alors un État, ça doit être pareil, comme si c'était... Ben oui, et parce que tout ça, ils le font avec des clichés d'une stupidité générale, quand même. Un État n'est pas un ménage. Un État, il peut dépenser plus que ce qu'il gagne. Un État, il doit avoir des dettes, des bonnes dettes, pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les fonctionnaires. Ben oui, parce qu'on nous dit maintenant, les fonctionnaires, ça coûte cher. Non, un fonctionnaire, ça rapporte. Coûte pas. Enfin, c'est comme un salarié du privé. Parce que parfois, les gens, maintenant, ils ont tellement changé les mots, là, Dominique Seul, le matin, France Inter, 7h20. Un patron vous donne du travail. Le patron vous donne jamais rien, messieurs, dames. Le patron vous donne jamais rien. Vous lui vendez votre force de travail. Il vous donne une certaine somme la plus petite possible en échange. Et il fait de la marge. Et sinon, on ne fait pas d'ailleurs, il vous vire. C'est bien la preuve qu'il vous donne rien. Donc un patron ne vous donne rien. Et si vous avez du travail, c'est parce que s'il peut y avoir une plus-value sur votre travail, mais vous croyez que c'est différent pour la fonction publique? Pas bien sûr que non. Tout fonctionnaire embauché produit plus que ce qu'il gagne. Quand on est foncier longtemps, on s'en aperçoit assez facilement en regardant le bas et le haut de la feuille de paye. Hein. Et tout fonctionnaire qualifié, c'est là qu'il y a le plus de cadres et tout, gagne beaucoup moins que ce qu'ils produisent, bien sûr. Un fonctionnaire, ça rapporte. Alors vous avez des gens comme moi, un fonctionnaire ça rapporte, mais ça coûte, il faut le payer, etc. Ben, il faut le payer avec le fruit de ce qu'il fait. Parce que quand il soigne un ingénieur à 40 ans, au lieu de le laisser mourir dans un hôpital, et ben, on a 20 ans de formation qui sont préservés, et l'ingénieur peut encore bosser 20 ans dans des bonnes conditions, c'est utile à la société, et ça rapporte. Mais si vous n'avez pas de personne qui le prend en charge au service urgence au bon moment, quand il commence à avoir son AVC, alors qu'il n'est pas encore sérieux, et bien alors ça coûte très cher de n'avoir personne là pour guérir l'AVC au moment où on peut le prendre, quand on a formé quelqu'un pendant 20 ans, comme un ingénieur pointu, ça rapporte quelqu'un qui est aux urgences. Ça coûte pas. La santé, c'est pas une dépense. C'est un investissement, un apport. En plus, c'est une économie, traiter la santé comme dépense. Bon. Et donc le fonctionnaire rapporte. Alors, il faut du droit pour le fonctionnaire. Ah oui, mais il a la garantie de l'emploi. Ah bah oui, les autres l'ont pas. Mais c'est pas ça qui est le problème. Les deux rapportent, le salarié du privé, le salarié du public. Et comment une entreprise a fait si elle n'a pas d'électricité, si elle n'a pas de train, si elle n'a pas d'hôpitaux, si elle n'a pas des gens formés, si elle n'a pas des instituteurs. Les entreprises du privé valent rien dans le service public. Rien.
Rien. Ils trouvent en plus le moyen de rouspéter quand la route s'arrête pas aux portes de l'entreprise elle-même. Alors le conseil régional, le conseil général apporte la route jusqu'à... Ah mais on va vous apporter l'entreprise, on va vous apporter l'électricité, monsieur l'employeur. Oui, on vous apporte l'électricité. Ah oui, vous avez besoin dans le collège d'à côté parce que maintenant on régionalise et puis on fait des alternances en formant les gens sous les besoins de l'employeur qu'elle a. On va vous les former. Vous faites une boyauderie. J'ai vu ça du côté de Gap. Il y a quelqu'un de Gap qui m'a dit. Vous faites une boyauderie. On la vend quasiment entièrement avec l'argent du conseil général. Ça se passe remarquablement. Et puis le gars, il dit non à la fin, le patron, il dit non à la fin, ma marge est trop petite. Il emmène tout au Maroc. Vous avez tout fait avec le public, grâce au public, rien que par le public. Et puis vous avez le gars privé, il dit ma marge n'est pas assez grande. Et la banque derrière dit ah vous êtes à 5%, mais non dans votre branche, vous c'est plutôt 8%. J'ai un ratio spécifique entre le nombre de salariés et le chiffre d'affaires. Et votre ratio est inférieur à ce que nous avons en moyenne dans cette branche. Par contre, je ne vous prête plus, même pour faire face à la commande suivante. Pourquoi? Parce que le ratio ne correspond pas. La règle d'or du ratio dans la branche entre le salarié et le chiffre d'affaires ne correspond pas. Donc vous avez là, voilà, alors qu'est-ce que vous devez faire? Embaucher plutôt des précaires. Mais pourquoi des précaires? Ils vont être moins bien formés. Ben oui, mais vous pourrez le virer encore plus facilement. Vous pourrez les payer moins cher. Ils ne respecteront pas la convention collective. Donc vous avez plus de marge. Vous rattraperez votre ratio et moi, banque, je pourrai vous prêter. Ce système est un système totalitaire, quelque part. C'est dur de dire, le totalitarisme se niche maintenant dans le chantage à la dette contre le droit du travail. Mais il est là. Mais il est là. Alors au niveau de l'Europe, vous avez quoi? Vous avez des gens dans tous les pays qui disent qu'il faut remettre en cause le droit du travail. Comment faire? Ils ne parlent pas de le mettre en cause de façon uniforme. Notez bien, ils font les mêmes choses, mais pas pareil. Vous savez, il y a eu un rapport d'un commissaire tchèque qui s'appelait Spidla, et qui visait, un livre vert, qui visait à uniformiser le droit du travail en Europe, par le bas. Hein. Mais même par le bas, l'UNIS, l'organisation patronale, n'a pas voulu. Ah non. Si vous l'universisez par le bas, un jour ou l'autre, on dit qu'il y a le même système dans tous les pays, et il y aura des gens qui lutteront pour le faire progresser. Et donc, ils seraient susceptibles de progresser dans tous les pays en même temps. Ah, là, non, ils préfèrent le bordel, ils préfèrent 17 versions différentes de 17 codes du travail dans 17 métiers différents d'un pays à l'autre que d'avoir un système unique. Donc, ils ont renoncé à faire un livre vert. Et donc, en fait, ils ne font pas partout les mêmes choses. Et c'est là que je voudrais, après avoir fait cette charge, revenir à ce qu'est nos possibilités en matière de droit du travail et de le défendre. Eux veulent ça, mais par exemple en matière de droit du travail en France, nous sommes maîtres, le gouvernement français est maître de ce qu'il peut et veut faire en droit du travail. L'Europe nous empêche en rien. Parce que le paradoxe, c'est que quand ça rentre dans les esprits, après on dit on ne peut pas faire ça à cause de l'Europe, ou on ne peut pas faire ça à cause de la mondialisation. On ne peut pas faire ça parce qu'ils nous font ce chantage. Et là, je voudrais tenter de démontrer, la deuxième partie, qu'on peut. Que oui, on n'est pas obligé de faire ce que Mme Parizeau dit. Oui, on peut faire les 35 heures, même les 32 heures dans un pays comme le nôtre. Oui, on peut augmenter le SMIC ici, et ce n'est pas ni l'Europe ni la mondialisation qui nous l'interdit. Je vais tout de suite rentrer dans les exemples. Quelle est la branche en France? 850 000 salariés. Le turnover le plus important, la précarité la plus importante, les durées du travail les plus longues, les maladies professionnelles les plus nombreuses, le taux de syndicalisation le plus faible, la convention collective la plus faible, le nombre d'élus du personnel le plus faible, les salaires les plus bas. Non, c'était la restauration. La restauration. 850 000 personnes, dont 250 000 dans les chaînes. Est-ce qu'ils sont en concurrence internationale? On n'est pas en concurrence avec le commis cuisine chinois ou avec le laveur de vaisselle indien, à moins de les faire venir clandestinement dans le fond du restaurant, bien sûr. Mais c'est illégal. Au moins, c'est illégal. Donc, ce n'est pas l'argument de la concurrence internationale qui, dans la branche de la restauration, explique ce tableau que je viens de décrire. D'ailleurs, la branche de la restauration elle-même a connu des vicissitudes. Car quand les 35 heures ont commencé à s'appliquer, un des syndicats, le Syndicat, avait signé une convention collective, d'ailleurs en 2001, qui était tout à fait progressif par rapport à ce qui existait avant, parce qu'il y avait encore des équivalences horaires qui faisaient que 39 heures, ça valait 45, etc. Et ces équivalences ont été supprimées. Il y avait un pas en avant dans la convention collective, qui a été aussi supprimé dès que Fillon est arrivé. C'est-à-dire, en 2002, il a dissous une convention collective, celle de la restauration. Qu'est-ce qui justifiait ça?
Vous pouvez tout à fait, dans la restauration, faire, attendez, il y a le groupe Accor, il y a tous les groupes autour, vous pouvez parfaitement, c'est pas vrai qu'ils peuvent pas augmenter le SMIC. Ne me parlez pas du petit restaurateur du coin, parce qu'en plus, je les ai contrôlés pendant 30 ans. Merci d'avoir dit que j'étais inspecteur du travail. Tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. Alors, j'en ai pour toute ma retraite, d'immersion. Et dans les restaurants, il n'y a qu'à regarder. C'est pas vrai qu'il y a des difficultés pour les employeurs, ou très très rarement. Ou alors c'est parce que de toute façon l'entreprise n'est pas viable. Ça arrive aussi, n'est-ce pas? Dans les petites entreprises, bien sûr qu'il ne faut pas tout défendre la petite entreprise aveuglément en disant oh là là non, les marchands de crêpes, c'est pas toujours. Il n'y a pas besoin de milliers de marchands de crêpes. C'est pas vrai, c'est du faux travail, du faux emploi. Et vous avez dans la restauration des tas de choses qui se justifient autrement et qu'on pourrait payer avec des gens plus formés, avec voilà, et ça ne se dégraderait pas avec des surgelés, avec des services désagréables. Vous pouvez avoir une meilleure restauration encore en France, dans ce pays qui se vante d'avoir la meilleure des restaurations, avec des conditions où les salariés 850 000 sont bien payés, et vous pouvez imposer aux 250 000 en premier du groupe Accor de faire face à ça. Ça n'a rien à voir avec l'Europe, ça n'a rien à voir avec la mondialisation. Et le droit du travail fait du droit au travail. Je raconte toujours que dans le nettoyage haute branche, alors moi, à Paris, j'étais dans le 2e arrondissement, des gars travaillaient, des femmes travaillaient, surtout d'ailleurs à Nanterre le matin, passaient la midi dans les bureaux, avant que les bureaux soient ouverts pour le nettoyage, passaient à midi dans les bureaux où on était, dans le 2e arrondissement, et finissaient le soir à Montreuil, après la fermeture des bureaux. C'est-à-dire qu'ils faisaient des journées. J'ai vu une boîte, ça s'appelait d'ailleurs, Métro Clair, je me souviens, elle avait 150 salariés. Les gens dedans faisaient 300 heures par mois, payés 151 heures. Payés 151 heures. Et finalement, de gars immigrés en difficulté viennent me voir, me disent on peut plus. J'ai dit oui, mais mon problème, je ne peux pas, comme inspecteur du travail, aller à Nanterre, aller à Montreuil. Et un inspecteur du travail n'est pas un officier de police judiciaire, c'est un agent de constat, donc il doit vérifier lui-même le dépassement des horaires pour pouvoir dresser son procès verbal à partir de faits. Il me dit, mais vous savez, ils tiennent quand même un vrai registre des vrais horaires. Je dis, mais où ça? Et il me dit, c'est la secrétaire. Quand vous êtes dans le bureau du patron, c'est le bureau d'à côté, c'est le premier tiroir. La secrétaire, elle tient les vrais horaires. Je vais dans le bureau du patron, je fais mon contrôle habituel. Bonjour monsieur, tout. Il n'y a pas grand-chose à voir, enfin les extincteurs, les toilettes, le registre du personnel. Et puis j'ai dit, moi, vous avez envoyé les relevés d'horaires. Il me dit, ah ben non, je dis, c'est prévu par le code, vous pouvez envoyer les horaires. Même dit, il n'y a pas d'heure supplémentaire. Je dis, bon, pas de souci, vous avez un relevé? Il me dit, oui, j'en ai un là, enfin, un bout de papier. Et je lui dis, vous devez me le donner, signer de la main du chef d'entreprise, comme ça doit être fait pour tout inspecteur du travail. Et le gars, il me le donne, je lui dis, mais non, vous me le signez. Et puis alors là, je suis pas très sûr de moi, mais je me lève, et je vais dans le bureau juste à côté, et j'ouvre le premier tiroir sous les yeux ébahis du gars. Moi, je tremble un peu en me disant, est-ce que je vais vraiment trouver le registre qui m'a dit que j'allais trouver? Et je le trouve, avec les vrais horaires. Le gars se met en colère, il me dit, mais qu'est-ce que vous permettez? Je me permets, je fais un contrôle, et voilà. Est-ce que c'est pas un registre d'horaire, ça? Vous m'avez dit que vous en aviez pas. Oui, mais qui vous a dit ça? Mais je cherche, monsieur. Regarde dans le premier bureau que j'ouvre, le premier tiroir, je trouve ça. Évidemment, j'avais la preuve absolue. Et les amendes, dans ce cas-là, se multiplient par le nombre de salariés concernés et par leur répétition. Donc, on peut dresser un procès verbal, puis un autre, etc. Je faisais le calcul parce que les heures supplémentaires se réclament 5 ans en arrière. Oui, 5 ans en arrière. Et la preuve incombe aux deux parties. Si le patron ne peut pas prouver qu'elles n'ont pas été faites, mais là, il n'y a pas de cas, et les salariés témoignent, chaque salarié pourra... Le gars faisait un calcul dans la tête, tiroir caisse, combien ça allait lui coûter, etc. Il me dit, arrêtez, ne me faites pas de procès verbal, je vais embaucher. Je dis, que vous allez faire quoi? Il dit, je vais t'embaucher. Et le gars a embauché, tenez-vous bien, 55 personnes. Simplement pour respecter la loi. 55 personnes. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il revienne dans les clous, qu'il garde ses chantiers et qu'il honore les contrats qu'il avait. Il lui en fallait 55. 55, voilà. Vous savez quand il y a d'heures supplémentaires dissimulées en France? Probablement 1 milliard. 1 milliard, c'est l'équivalent de 600 000 emplois. Je ne vous parle pas du travail au noir, les gens ont l'habitude de travailler au noir. Travail au noir, j'aime pas cette expression, ne l'utilisez pas s'il vous plaît. On dit en droit, travail dissimulé. Travail dissimulé, c'est le salarié qui n'est pas du tout déclaré. Mais il y a aussi le salarié qui est déclaré à temps partiel mais qu'on fait travailler à temps plein en lui donnant sous la table le reste, ou une partie plutôt du reste.
Et puis vous avez le salarié à temps plein, c'est là qu'est l'essentiel du travail dissimulé. 85% du travail dissimulé, c'est sur des salariés à temps plein et déclarés auxquels on fait faire des heures sup, qu'on ne paie pas, qu'on ne majore pas, qu'on ne déclare pas. Alors vous me direz, mais oui, mais Sarkozy a fait la loi TEPA, travail, emploi, pouvoir d'achat, il payait 4,4 milliards par an pour des heures. Un certain nombre de patrons se sont mis à les déclarer pendant cette période pour avoir de l'argent, se disant que ça ne leur reviendrait pas trop cher. Ça a d'ailleurs baissé au fur et à mesure. Ils ont décliné cela. Et ensuite, après, vous restez toujours avec le même paquet, environ 1 milliard. On me dit, mais comment tu sais, un jour j'avais ça, j'avais l'OCDE là. Non, Fitoussi, ouais, qui me dit, bon, vous exagérez sur 1 milliard d'heures sup. Alors j'ai fait branche par branche. J'ai fait bâtiment, 1 100 000 habitants, 1 100 000 salariés. Ils sont beaucoup plus de près de 45 heures que 35, de 50, que 35. Ah, je vous ai fait la restauration, je vous ai fait le nettoyage, je vous ai fait le transport. Ils sont plus proches de 56 que de 35. Je vous ai les cadres. Et je vous ai mis 6, 7, 8 millions de salariés. Je vous prouve qu'ils travaillent beaucoup plus. Ah oui, vos enquêtes, celles de l'INSEE, n'établissent pas les heures supplémentaires. Quand vous regardez l'enquête dans l'INSEE sur les heures supplémentaires en France, elle vous dit il faut regarder les notices. L'enquête a été faite, sauf dans les entreprises de moins de 20 salariés. Ah bah oui, c'est là qu'il y a 5 500 000 salariés, c'est là qu'il y a le plus d'heures supplémentaires non déclarées. Deuxième notice, elle est effectuée sur la base des déclarations de l'employeur. Ne dites pas ça à un inspecteur du travail, il sait bien que c'est faux. L'entreprise qui m'a fait procès, Kino, c'est parce qu'il faisait travailler les salariés, à l'origine, il faisait travailler les salariés 41 heures. Sur la feuille de paye, c'était 35 heures. Toute personne qui rentrait 254 dans l'établissement savait que c'était 41 heures, basta. Et ils appelaient ça les heures philanthropiques. Évidemment, quand on arrive au chantage à l'emploi, si t'es pas content, tu t'en vas. Quand on arrive à avoir une pression telle qu'on vous a pris la tête sur la question de la dette, alors vous n'avez pas besoin de fusil dans le dos. Le mécanisme est impitoyablement mis en place, parfois avec votre collaboration, parce que vous voulez vous en sortir. Christophe Desjours vous expliquerait très bien ça, ce qu'est la souffrance des gens qui, à partir de ce moment-là, sont capables de dénoncer leurs collègues ou de piétiner l'autre pour pouvoir rester au boulot dans ces conditions quand même, parce que c'est moins pire que s'ils y sont plus. Bien. Et donc le mécanisme, c'est pour ça que le mécanisme brutal du chantage à la dette, tout ça c'est de l'idéologie en vérité, hein, parce que je ne vais pas vous faire la pub sur mon bouquin, mais enfin, d'autres vous l'ont dit avant ce matin, vous leur diront ce soir, mais enfin, il y a la dette, les parties de dette légitime, j'ai dit qu'il y avait des bonnes dettes et les parties de dette illégitimes. Pourquoi on va payer des taux, la BCE prête à 1%, et après il reprête à 7%. Tout est dit dans cette phrase. Tout est dit. Vous pouvez après écrire 10 livres, mais tout est là-dedans. Bon. Et on vous fait chanter à partir de là, et on vous dit, attendez, 41 heures, payez 35. Et ce que voulait faire Sarkozy, c'était avec les pactes de compétitivité, légiférer ça, en changeant le code du travail de telle façon que le salarié ne puisse plus s'y opposer. Parce que vous savez que pour déstructurer ce qu'on appelle l'ordre public social, c'est beau, ordre public social. Pour déstructurer l'ordre public social, la loi Fillon du 4 mai 2004 avait inventé que vous pouviez passer un accord d'entreprise qui déroge à l'accord de branche, qui déroge à la loi, qui déroge à la loi 4 s'il en existait. Et vous pouvez par le bas négocier des accords dits de compétitivité, puisque c'est ça aussi que Sarkozy voulait reprendre, qui soient défavorables au code du travail, etc. Sauf que la loi Fillon du 4 mai 2004 laissait en place l'idée qu'un salarié pouvait s'opposer à ça en disant, moi, vous me changez mon contrat de travail, je refuse. Et alors, le patron était obligé de le licencier avec ses droits, parce que celui-ci ne voulait pas les perdre. Voilà. On pouvait toujours opposer son contrat, l'usage de son contrat, un contrat de travail c'est le synalagmatique, l'usage de son contrat contre le changement qui était ainsi imposé par un accord d'entreprise. Mais la loi Warsmann, qui est peu connue et qui ne sera jamais connue, parce que les décrets d'application sortiront jamais, mais qui a été adoptée par l'Assemblée nationale UMP le 2 mars dernier, promulguée au journal officiel du 20 mars dernier, elle dit une chose différente. Vous pouvez passer un accord d'entreprise dérogatoire, négatif, non pour l'intérêt des salariés, en défaveur des salariés, mais celui qui s'y oppose est dans son tort. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus invoquer votre contrat. Si vous refusez, mais vous êtes viré sans indemnité et sans protection. Le rêve du MEDEF, quoi, c'est comme la rupture conventionnelle, de gré à gré.
Il y a eu rupture conventionnelle depuis l'application, les décrets d'application du 1er octobre 2008, 1 million de ruptures conventionnelles, 250 000 par an. C'est le plus grand plan, pas social, qui existe dans ce pays depuis ça. Et alors c'est extraordinaire, parce que les patrons peuvent ainsi rompre le contrat sans motif. Et alors après, ils exigent du chômeur, quand il refuse un métier, il faut qu'il donne un motif. Ça, c'est extraordinaire, ce système. Bon. Et donc, la façon dont ils ont désagrégé, alors, ils ont recodifié le Code du travail. Ils ont fait ça entre 2004 et 2008 dans un silence assourdissant. Ils l'ont réécrit, là où il y avait 373 subdivisions, ils en ont fait 3850. Là où il y avait 1150 lois, ils en ont fait un peu plus de 2800. Ils ont passé de 9 livres à 8 livres. Ils ont supprimé 500 lois et les ont faites en décret. Ils ont touché... Alors les gens, c'est dur à dire, parce que c'est des petits détails. On ne sait pas toujours qu'est-ce qu'ils ont changé dans un texte. Alors ils disent le Code du travail c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Enfin, je trouve que c'est toujours ceux qui voulaient faire voter le traité constitutionnel européen qui disent que le Code du travail est compliqué. C'est un sacré culot. Mais le Code du travail n'est pas compliqué. Il y a 10 articles qui servent au prud'homme. La naissance du contrat, la gestion du contrat, la fin du contrat, les heures supplémentaires, le respect des institutions représentatives du personnel, 10 articles. Mais alors, pour le compliquer, pourquoi? C'est parce qu'après, il y a les employés, il y a eu des négociations avec les syndicats et les patrons, surtout dans toutes les branches, branche par branche. Alors là, c'est pour ça qu'il est gros. Bah oui, parce que ça précise des points de détail. Et je vais vous faire sourire. Il y a 6 mois, on a découvert que dans la recodification qui s'est achevée le 1er mai 2008, ils ont rajouté 3 lettres. Dans l'énumération des métiers de soins, massage, sauna, hammam, jacuzzi, etc., ils ont rajouté spa. Alors la recodification était censée être un droit constant. On ne devait rien changer, on devait réécrire autrement pour simplifier, alléger l'intérêt des usagers pour qu'ils lisent mieux le texte. Spa. Alors, on a cherché spa. Alors je ne savais pas avant. Je croyais que c'était une ville en Belgique. Et puis non, c'est Sanitas per Aquam. Ah, c'est le nouveau mot. Il y a des spas un peu partout. Pourquoi quelqu'un a-t-il rajouté spa? Parce que les autres établissements bénéficiaient de l'absence de repos dominical. Il était par roulement. Si vous rajoutiez spa, vous aviez 3500 salariés des spas qui n'avaient plus de repos le dimanche. Et le Code du travail, c'est ça. Spa. 3500 personnes, leur famille, leur vie personnelle, etc. Spa. Vous le mettez ou vous l'enlevez. Spa. Ou bien vous régulez, ou bien vous ordonnez. Il y a un état de droit dans l'entreprise, ou non. Et ça a été fait à la sauvage dans cette République française, où il n'y a pas eu de vote sur le Code du travail, où c'était une ordonnance, où ça a été ratifié en moins de 20 minutes par le Sénat, où il y avait 20 sénateurs, alors qu'ils avaient à voter sur 994 pages du journal officiel format A4, qu'ils n'avaient bien sûr pas lu. Spa, ils ne l'ont pas vu. Et la recodification, ils en ont fait plein comme ça. Des milliers de petits changements depuis 10 ans. Le texte du travail est à reconstruire. Il est à rebâtir pour la promotion des carrières, pour les droits, etc. C'est pas à détruire. Le droit du travail, c'est du droit au travail. Le droit du travail, c'est la dignité de chacun. C'est le droit le plus intime, le plus décisif, le plus quotidien, le plus essentiel, même ceux pour qui ne le connaissent pas. On ne l'enseigne pas dans les écoles, on envoie des mômes en alternance sans leur dire ce que c'est. On valorise pas le travail, on le dénigre toujours. Oh, ce machin, j'entends les patrons encore. Oh, vous croyez que ça va faire, on va dire un texte pareil, moi. Alors rien à foutre, je bosse. Voilà, commençons violer des droits au nom de tout un organisme et comment dirais-je, une tour Eiffel, un acropole idéologique qui écrase les consciences et les empêche de se défendre. Et après, on dit les syndicats reculent. Mais c'est pas la faute aux syndicats. Excusez-moi, les syndicats, pour moi, c'est les héros de ce pays. Dès qu'il y a un syndicaliste dans le privé, je le salue. J'ai tellement vu le gars qui avait du mal dans son siège social, là, je sais pas, Naf, je pense à celui-là. Il voulait seulement un panneau pour mettre son tract CGT. Il a fallu que j'intervienne 3 fois pour qu'il ait son panneau. Je parle même pas d'internet, d'intranet. Un panneau syndical, le patron voulait pas. C'est la chasse aux sorcières. Le gars, la fille qui dit, moi je lève le doigt, je voudrais des élections, mais elle est déjà virée.
Qu'est-ce que vous croyez, la fille pour laquelle Kino m'a fait le procès? C'est une fille, elle avait 6 ans d'ancienneté, elle était de retour de congé maternité, et oui, le patron ne voulait plus la voir, on ne sait pas pourquoi, à quel moment, pourquoi, en tout cas, elle avait pris quelqu'un d'autre, entre-temps, ça lui plaisait mieux. Du coup, elle était d'origine arabe, elle avait tout le secteur commercial, le cadre du Moyen-Orient. Ils l'ont mis au retour, ils l'ont mis à Pacifique, Amérique latine, alors qu'elle ne parlait pas espagnol. Hein, quand vous rentrez de congé maternité, vous trouver un poste identique ou similaire. Je vous pose un amendement, enlevez le mot similaire. Ça fait déjà progresser, parce que si les femmes, elles ont 27% de salaire en moins, c'est parce que le Code du travail ne les protège pas au retour du congé maternité. C'est là que ça se joue. C'est parce que les femmes accouchent que la discrimination s'opère. Bon, mais ça, c'est du droit du travail, du détail, comme ils disent. Non, non, c'est pas du détail. C'est la vie de l'entreprise, l'état de droit dans l'entreprise, la revendication de l'entreprise. Le syndicaliste qui ose lever le doigt et dire « j'essaie », il se fait saquer, il perd dans sa carrière, il perd du fric, il court des risques. C'est pour ça que je dis que ce sont des héros. Et si, il ne faut pas dire « attendez, on n'a pas beaucoup de syndicalistes, il faut les rejoindre ». Il ne faut pas dire « attendez, ils s'y prennent mal, il faut les aider ». Il ne faut pas dire « attendez, celui-là, je ne l'aime pas, il faut le remplacer ». Mais il faut y être, c'est le syndicalisme, le droit du travail, c'est ça, la défense de la civilisation, pied à pied dans l'entreprise. Nous avons quand même 18 millions de salariés qui travaillent dans le privé, 5 millions qui travaillent dans le public. Et je vais vous dire quelque chose, le salarié n'a jamais été aussi fort numériquement. 93% des actifs, 93%. En 1955, c'était 55%. 1945, c'était 55%. Il ne reste plus que 7% d'actifs qui ne sont pas salariés. Donc le Code du travail, il touche tout le monde, c'est pour ça qu'ils se battent dessus pour le détruire. Et c'est pour ça que tout le chantage, toute l'idéologie qu'on a de la dette pour casser le droit, leur est si essentiel, et nous, à l'inverse, si essentiel de défendre le droit fondamental dans l'entreprise du travail. Merci de votre attention. Merci Gérard, ça passe très très vite, on écouterait pendant des heures. Voilà, bon, mais il faut qu'il reste un petit peu de temps quand même pour que la salle intervienne. Donc le micro, je vous demande de demander la parole, j'essaierai de la donner à peu près dans l'ordre des demandes. Donc on s'est mis d'accord pour une batterie de 3 questions, et puis réponse, et on repart pour 3 questions ou 3 interventions, hein, puisque vous pouvez aussi ne pas poser une question, s'il y a beaucoup de monde, que les interventions soient quand même assez courtes. Merci. Alors ceux qui veulent la parole, vous pouvez lever la main. Voilà, donc le monsieur qui est là. Oui, merci pour ce réquisitoire de la folie de la construction de la dette et de la manière dont elle est gérée, entre guillemets, ça nous mène dans le mur. Et par rapport au travail, 2-3 chiffres aussi qui illustrent le fait que plus on va dans le mur, plus on s'en rapproche et plus on accélère. Les derniers chiffres de la sécurité sociale en matière du travail, le nombre d'accidents avec arrêt en 2010, 668 619 avec arrêt, rien que pour l'année. Nombre d'accidents mortels, 549. Le coût, rien que des indemnités dues à cette sinistralité, rien que pour l'année 2010, 7 milliards 725 millions. Dernier chiffre, je m'en arrêterai là. Nombre de journées de travail perdues en 2010 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est-à-dire au titre des conditions de travail dégradées, au titre de la malvie au travail, au titre de tout ce que vient de nous dire Gérard Filoche. 54 millions de journées d'arrêt de travail. Et tout ça sur la logique de diminution du coût du travail et sur la logique financière. N'étant pas dans la folie. Monsieur derrière. Oui, moi je voudrais poser une question à Gérard. On a tous entendu Sarkozy taper sur 68. Hein, c'est vrai qu'il était en face des manifestants à cette époque-là. Mais 68, ça a donné des accords de Grenelle et de Varenne qui ont été très importants dans le monde du travail, et notamment l'accord interprofessionnel du 10 février 69 sur la sécurité de l'emploi, et qui avait amené la création d'un certain nombre de structures pour justement gérer de manière prévisionnelle les évolutions en termes d'emploi, en termes de formation. Et je suis surpris, alors j'ai réintroduit ça pour les amis de Fralib qui se battent sur Marseille. J'ai ressorti cette convention qui, à mon avis, existe toujours, mais qui n'est plus très appliquée et dont on ne parle jamais. Je voulais savoir ce qu'en pensait Gérard, tout simplement. Qui ?
Bon. En attendant que la troisième question vienne, alors. Voilà, troisième. Oui, pardon, ça y est. Allez-y. Non, mais ça, c'est pour l'anecdote. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à Dominique le matin, on est assez insomniaque qu'on se réveille avec ça. Avant, il y avait un binôme, il y avait Bernard Maris, quoi, je veux dire. Mais lui, il est à la Banque de France et il vient que le vendredi. Alors, il portait une petite contradiction. Est-ce qu'il faut faire le siège de la Maison Ronde à la radio? Je sais bien qu'il y a toujours Val qui veille, les chiens de garde, comme on disait. Mais il faudrait peut-être faire une action parce que c'est pas aperçu du changement. Quoi. Il est gentil, François. Mais, voilà. Oui, puis avant, c'était Jean-Marc Sylvestre. Hein. Mais c'est les Échos. Ouais. Moi, j'étais inspecteur du travail des Échos. Mais qui m'en... on va une autre fois. Non, pour répondre à... oui, première question. Les accidents du travail et tout, évidemment, c'est incalculable. Je vais rajouter quelque chose. Il y a 250 000, enfin 150 000 accidents cardiaques et 100 000 accidents vasculaires par an en France. 250 000. Mon ami le professeur Grimaldi qui a une certaine compétence dans l'estimation, mais il n'est pas le seul, parce qu'il n'y a pas en fait d'épidémiologie qui soit faite sur le rapport avec le travail. Mais dit quand même qu'entre un tiers et la moitié sont liés au travail. Liés au travail. Et c'est aux Échos, c'était un rédacteur en chef adjoint, il avait 54 ans, il sort du boulot après une journée de 15 heures. Il tourne rue de Richelieu, il s'effondre sur le trottoir d'un infarctus massif, il décède. Est-ce que c'est un accident du travail? La boîte dit non. C'est un accident de trajet. La boîte dit non. Et il était cardiaque. Ça c'est sûr. Mais il serait peut-être pas mort ce jour-là s'il n'avait pas fait 15 heures dans la journée. Il n'y a pas de discussion. Hein. Voilà. Et ça ne sera jamais répertorié comme un accident du travail. Et ce ne sont plus les coups de grisou qui tuent. Ce qu'on me dit parfois, j'ai entendu souvent depuis que je parle, vous faites du Zola, la souffrance au travail, etc. Mais c'est pas Zola, c'est pas les coups de grisou, c'est pas la mine, c'est les AVC. Rapprochez-les du travail pour comprendre. Parce qu'après on dit, ah ouais, mais les gens n'ont plus les conditions dans le temps, tout ça, etc. N'ont plus les conditions dans le temps. Quand ils charrettent dans le groupe Alliance à la fin du semestre pour boucler les comptes dans les 18 derniers jours et qui sont quasiment 100 heures par semaine bouclés, etc. J'aime mieux vous dire que l'accident cardiaque, il arrive à ce moment-là. Alors c'est pas le coup de grisou, mais c'est pareil. C'est exactement pareil. Et ce qui arrive comme pression, France Télécom, voilà. J'ai appris qu'hier, j'ai fait un tweet aussitôt, j'ai dit enfin, les deux PDG de France Télécom sont mis en examen, etc. Il y a une caution. Ça fait 4 ans et demi que le procès verbal existe, qui déclare leur faute inexcusable, en droit, hein, faute inexcusable. Faute inexcusable. 4 ans et demi. Ils sont mis en examen depuis avant-hier, si j'ai bien compris. Hein. Bon. Et il y a eu 35 morts officielles, mais en vérité, probablement le double. Hein. Quand une boîte soi-disant, on devait magnifier, qu'on a détruite, elle était 160 000 salariés, elle est passée à moins de 100 000. Elle rapportait de l'argent à l'État, maintenant c'est l'État qui a dû mettre au pot pour la sauver. Elle était censée faciliter l'usager, les notes de l'usager sont beaucoup plus chères. Elle était censée faire la concurrence. Ils ont eu des ententes avec SFR, avec les autres. Donc en fait, tout dans l'histoire de France Télécom est à voir. Et ces gens-là vont seulement être faute inexcusable pour des suicides. Voilà. Tout est dans cette histoire, la souffrance au travail, la privatisation, la gabegie, la bêtise des actionnaires, les résultats mauvais pour l'État qui s'est privé de France Télécom. On peut développer comme ça complètement. Alors ensuite, après la convention, les conventions, parce qu'il y a un droit compliqué qui, à un moment donné, tendu à préserver l'emploi et à empêcher, justement, freiner les licenciements. C'était très achevé en 1945, parce qu'il y avait déjà une autorisation de licenciement qui ensuite est passée aux oubliettes et qui a été remise en vigueur en 1975 par Chirac. C'est Chirac qui avait rétabli l'autorisation administrative de licenciement. Tout le monde a oublié ça. C'est parce qu'à l'époque, il avait donné, pendant 1 an, 90% du salaire en indemnité acédique à ceux qui étaient licenciés économiquement. Et il avait rétabli l'autorisation pour pas qu'il y ait de fraude là-dessus. C'était pas par un bon sentiment, c'était par un mauvais sentiment. Mais il n'avait pas prévu qu'on allait passer à peu près de 600 000, 700 000 à 2 millions de chômeurs dans les années qui suivaient, ce qui est arrivé entre 1975 et 1982. Et donc après, dans le bureau de l'inspection du travail, on avait tous les matins une pile comme ça à signer. Pour autoriser ou refuser quand on voulait refuser avec un motif quand on avait un motif. Et donc en fait ils se sont acharnés. C'est Chirac qui a donc supprimé avec Séguin en 1986 la dite autorisation administrative de licenciement. Je vous dis ça pour rappeler que moi je suis pour revenir
sur une forme de contrôle sur les licenciements par l'inspection du travail, de façon systématique, mais en inversant la méthode. Non pas qu'on donne l'autorisation systématique, mais qu'on puisse la refuser quand nous sommes saisis et qu'il y a un doute manifeste. Ce qui simplifie la paperasse entre nous, mais qui du coup permet aux gens, quand il y a une injustice, de saisir, avant d'être virés dans l'entreprise, l'inspection pour qu'il y ait une suspension de la procédure. Et c'est le patron qui va devant le juge pour donner ses arguments. C'est la façon la plus ferme de faire. Et ça peut se faire pour des contrats, des licenciements abusifs individuels. Ça peut se faire pour des licenciements et des plans dits sociaux ou plans dits de sauvegarde de l'emploi. Et c'est ce semble-t-il vers quoi on devrait revenir. Je suis un petit peu méfiant à l'égard du Conseil constitutionnel quand on va dire qu'on va contrôler la reprise d'une entreprise, sa cession ou sa fusion, etc. Mais je sais une chose, c'est qu'on peut toujours dire on ne vous donne pas les autorisations de licenciement, on ne vous donne pas les autorisations et on vous reprend les sommes qu'on vous a données comme aide. Je parle de ma bouillarderie. On vous reprend et on vous met des conditions telles, si vous voulez, jusqu'au bout du plan, que ça vous coûtera plus cher que les sommes que vous prétendez économiser. Et donc, c'est l'arme contre les délocalisations, c'est l'arme pour garder les aciéries, c'est l'arme pour que... Mais c'est la puissance publique. Alors moi, j'avais, dans une autre vie, en 1997, réussi à faire passer ça dans le discours d'investiture d'un Premier ministre, qui s'appelait Lionel Jospin, qui en juin avait dit « Je vais rétablir le contrôle administratif sur les licenciements ». J'étais à l'époque très heureux de la magnifique influence que j'avais soudainement pu avoir, sauf que c'est jamais passé en pratique. Mais ça n'est jamais passé en pratique pour une raison. C'est qu'aucun des syndicats, des confédérations syndicales de ce pays n'est pour. Y compris la mienne, je suis cégétiste. Alors, la fois suivante, quand j'avais revu Lionel Jospin, il m'avait dit « Mais c'est bien ton truc, mais aucun syndicat ne veut. » Et j'avais vérifié, aucun syndicat ne voulait. Pourquoi ? Parce qu'il disait « C'est la lutte qui va nous protéger des licenciements. » Eh oui. Et moi, je suis évidemment pour qu'il y ait la lutte et la loi. Si vous avez une bonne loi, vous luttez, vous appuyez sur la loi pour gagner. Est-ce que si vous luttez, vous n'avez pas de loi, le patron, il vous emmène jusqu'à plus soif, et même si vous avez le rapport de force, vous ne l'imposez pas. Alors, Jospin m'avait dit, en discussion privée à l'époque, il m'avait dit, mais tu comprends, Gérard, c'est les patrons qui licencient, et les salariés vont venir manifester sous nos toits, parce que les patrons les licencient. Ah, je lui ai dit, oui, mais ils viennent de toute façon manifester sous nos toits. Parce qu'ils nous demandent à nous, puissance publique, c'est la fameuse phrase sur l'État ne peut pas tout ensuite qui se ressurgit, ils nous demandent à nous, puissance publique, d'intervenir pour empêcher les licenciements financiers, abusifs, boursiers, qu'on peut définir parfaitement juridiquement. Hein. Ceux qui disent que c'est impossible à définir